Oh oh oh! Salut à tous et bienvenue sur ce traditionnel rendez-vous sur IGTV, le top 10 des sorties Games Workshop. Alors, pourquoi uniquement Games Workshop? Parce que déjà, ils sortent quand même suffisamment de choses pour qu'on puisse faire un top, parce qu'il y a vraiment beaucoup de sorties. Et puis, ça permet aussi de restreindre un petit peu les choses, que ce soit plus facile, parce que sinon ça partirait vraiment dans tous les sens. Là, deuxièmement, on va rester sur tout ce qui me touche moi plus personnellement. C'est-à-dire que, par exemple, là, la dernière sortie Age of Sigmar avec l'armée des Oziarchebonne, je ne sais plus quoi. Et bien par exemple en fait je trouve que c'est une sortie qui serait sympa, mais c'est vrai que moi je vais pas le mettre dans mon top parce que comme ça me touche moins directement, il y a d'autres sorties qui moi m'ont plus touché personnellement. Voilà, donc une fois qu'on a fait cette mise au point, et bien du coup on va passer un moment ensemble, je l'espère. Donc on est parti pour le top 10 de l'année 2019. Alors à la 10e place, j'ai choisi de vous mettre tout ce qui est Psychic Awakening. Donc en gros, pour l'instant, on n'est pas arrivé au bout. C'est pour ça que c'est que en 10e place. J'ai hésité à le mettre parce qu'il y a quand même des choses moi qui me chiffonnent un petit peu. Mais tant qu'on n'est pas au bout, on ne peut pas savoir, et du coup je lui laisse la chance, c'est pour ça que je le mets en 10e position. Donc Psychic Awakening, c'est 4 bouquins, pour l'instant il n'y en a que 3 qui sont sortis. Donc le premier qui était plutôt sur tout ce qui est peuple Eldari, Drukhari, Harlequin. Ensuite on a eu le deuxième tome qui était sur plutôt l'Imperium, les sorts de bataille contre le chaos, les Salamanders, les Black Templars évidemment dedans. Ensuite le troisième tome sur les Blood Angels et les Tyrannides, et on nous a promis que toutes les espèces dans les galaxies aurait droit à leur tome. Donc du coup le prochain il y aura sans doute du taux de l'orque. Et puis qu'est-ce que je peux oublier d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres factions dans 40 000? Ouais, peut-être du... je sais pas, on verra. Je pense qu'à mon avis ce sera surtout ça, surtout taux et orque. Mais on nous a promis aussi beaucoup de changements au terme de fluff, et j'avoue que c'est là-dessus où moi je suis resté sur ma faim. Pour l'instant j'ai lu 2 tomes et demi, là je suis en train de lire le 3e. Le premier, vraiment, l'histoire avance pas. On n'apprend rien de nouveau. Je reste sur ma faim. Donc le grand bouleversement, je le vois pas. Deuxième tome, on apprend des nouvelles choses, mais c'est très léger et toutes les batailles donnent lieu à un statu quo où au final, ça n'a pas avancé en fait. Tu apprends juste qu'il y a une bataille, mais d'ailleurs tu sais pas ce qu'il va y avoir, personne n'a gagné, pas de grosse avancée du fleuve, donc le bouleversement majeur pour moi il n'est pas là. Alors après, bien sûr, il y a tout le côté règles en fait, donc ça c'est plus ou moins intéressant, ça dépend de votre aspect de jeu. Ça rajoute quoi qu'il arrive des règles en plus. C'est et à la fois bien et à la fois on retombe dans les travers en fait des jeux Games Workshop où on a beaucoup de suppléments. Et puis si vous voulez jouer KO par exemple, il vous faut beaucoup de suppléments pour avoir en fait toutes vos règles. Et puis ça fait beaucoup de pavés à se trimballer. Donc ça c'est un petit peu le côté négatif. Après, moi je veux lui laisser sa chance. Je vais rester positif et j'imagine que ça va monter en puissance et qu'avec le tome 4 vraiment il va se passer des choses. En tout cas c'est mon espérance. Donc dans le doute, je le mets au top 10. Alors à la 9e place, j'ai décidé de vous mettre un petit accessoire, c'est le Pen Pot Holder. Donc on dirait un sabot de Norgul, mais ce n'est pas que ça. Ça permet aussi de maintenir tout ce qui est pot de contraste, surtout pot de la vie. Alors pour les autres pots, normalement, si vous êtes un bon élève, vous mettez votre peinture sur une palette, vous avez une palette humide, donc du coup c'est un petit peu moins utile. Par contre, c'est vrai que sur le contraste ou le lavis, ou même du médium, eh bien c'est des pots qu'on va avoir tendance à laisser ouverts, on va les piocher directement à l'intérieur du pot. Et il y a toujours ce risque de donner un petit coup de pinceau malencontreux et du coup de faire tomber son pot de peinture. Et comme c'est des pots de peinture qui coûtent dans les 6 €, 6,30 € je crois, du coup ça fait cher un petit peu le petit accident. Donc ils ont eu la bonne idée parce que eux aussi ils ont dû être abonnés à tous les groupes Facebook où on voit des tonnes de photos où le gars il a renversé son pot de lavis. Et moi ça m'est déjà arrivé aussi, bon j'ai pas fait de photos mais ça m'est aussi arrivé, t'es là, tu fais ton lavis, tu te dépêches, t'es sur un décor etc, tu fais pas gaffe, pouf, le pot se renverse. Bon, après ça se récupère, parce que comme c'est encore très liquide, on peut toujours avec un gros pinceau récupérer etc. Mais c'est vrai que c'est assez désagréable, ça va salir votre surface de peinture, c'est pas top. Et ils ont sorti justement ce petit accessoire. Alors au début je me dis, ouais c'est complètement justement accessoire, mais en fait en le testant, il s'avère que déjà il a une sorte de souplesse qui permet de vraiment bien mettre le pot et de bien le faire tenir. Et après il est fait dans une matière un petit peu comme du latex un peu, je ne connais pas exactement la matière, mais ce qui le rend antidérapant.
c'est-à-dire qu'il ne va pas glisser en fait. Et après, j'ai fait quelques tests où on donne des coups, et c'est vrai que comme la base est assez large, du coup, le pot ne va pas basculer forcément. Et dès que vous avez plusieurs pots, on peut mettre jusqu'à 3 pots, et bien du coup, vous allez être tranquille. Il y a juste à le pivoter, il n'y aura pas de zone dans laquelle, vraiment avec un peu de chance, il va tomber. Voilà, donc c'est un petit accessoire, mais ça vous facilite la vie, ça coûte pas très cher, et je pense que ce sera fort utile. Alors à la 8e place, je voulais mettre le supplément Conquête Urbaine. Donc qu'est-ce que c'est? C'est simplement un supplément qui a été sorti, alors qui est passé assez inaperçu parce que j'ai vraiment pas vu beaucoup de gens en parler, ni forcément y jouer, mais je voulais vous le remettre en avant parce que c'est quand même quelque chose qui moi me semble assez intéressant et avec une bonne démarche de chez Games Workshop encore. Donc l'idée c'est de vous proposer un set de campagne en fait. Donc vous avez une carte, cette carte elle vous permet en fait de mettre différentes zones. Dans ces zones vous allez avoir des bonus et vous avez un système de conquête, et surtout c'est très réutilisable parce que vous avez, il faut imaginer, des intercalaires en fait où vous venez glisser des cartes à l'intérieur, et puis vous avez des, alors c'est pas des autocollants, mais c'est des sortes un peu comme des vitrophanistes qu'on met sur les vitres, c'est une sorte d'autocollant, mais qui peut se redécoller très facilement et qui va pas perdre son adhérence et qui va coller en fait que sur la surface en fait de l'intercalaire. Et ce qui permet comme ça de réutiliser votre carte. Donc du coup c'est très pratique, ça peut s'utiliser plusieurs fois et ça vous donne vraiment des pistes pour jouer dans une asso, dans votre club de jeu, entre amis, à la maison, etc. Et il y a vraiment ce support de campagne qui moi me paraît un des plus aboutis parce que souvent ils vous ont sorti des... Enfin, on a déjà eu des campagnes depuis très très longtemps, parce que c'est vrai que ça plaît beaucoup à certaines personnes, hein, toutes celles qui aiment justement le jeu narratif. Le côté campagne, c'est là où personnellement, enfin moi aussi je trouve qu'on s'y retrouve le plus, parce que les parties elles sont liées ensemble, il y a vraiment un climax sur la dernière bataille, enfin vous vivez les choses, il y a une histoire qui se crée. Moi je trouve ça vraiment très, très intéressant, plutôt que juste des parties qui vont être juste un affrontement plus sur les listes, vous voyez, il y a ce côté vraiment, j'ai joué avec mon ami, il s'est passé ça, il y a la revanche, etc. Et donc, que Games Workshop justement ne délaisse pas ce côté du jeu et sorte justement une belle boîte dessus, et ben je voulais revenir justement un petit peu dessus. Voilà, donc si vous voulez plus de détails, j'ai fait une review, je vous invite à aller regarder là. Alors 7e position, Necromunda Dark Uprising. Alors je l'ai mis dans le top, mais j'avoue que c'est et un top et un flop, mais quand même il y a de bonnes choses, donc j'ai quand même voulu le mettre. Déjà, on va commencer par les aspects négatifs. Le prix, évidemment, c'est vrai que c'est une boîte qui n'est pas faite pour démarrer. Quand vous démarrez, vous n'avez pas le budget forcément pour mettre autant d'argent dans un jeu. Après, c'est que en anglais, et quand nous on est francophone, on est un petit peu habitué à la VF. En fait c'est ça le truc aussi, c'est que les Français ils sont habitués à avoir beaucoup de traductions, donc traditionnellement on va être un peu réticent quand il faut aller chercher des bouquins en anglais et puis se faire sa propre traduction, voilà. Donc ça c'est un petit peu un inconvénient. Après bon, c'est aussi de notre faute, hein. Nous on fait pas l'effort en tant que Français. Alors je sais que parmi vous il y en a certains qui le font, mais immanquablement, moi je vois bien dans mon entourage qu'il y a des gens que ça va freiner dès que le jeu est pas en français. Les gens vont faire ouais non c'est pas en français, je m'y mettrai peut-être quand ce sera en français. Donc je pense qu'il faut adapter en fait son produit au marché, et le marché français c'est un marché où les gens veulent pas, où c'est plus difficile pour eux de faire l'effort de traduire et de jouer à des jeux en anglais. Donc du coup cette sortie il aurait fallu qu'elle soit en français pour nous, voilà. Bon voilà, ça c'est ce que j'aurais aimé. Après le prix, c'est vrai que quand une fois j'en ai parlé, c'est un petit peu élevé. Voilà, ça c'était les deux aspects qui sont pour moi un petit peu négatifs. Par contre le gros avantage c'est que dedans ils nous ont sorti une boîte qui est la plus grosse boîte je pense qu'ils aient jamais sorti, avec une tonne de grappes de figurines. Alors il n'y a pas que le côté, parce que vous avez en fait des produits où vous avez des kilotonnes de figurines, mais la qualité pas forcément au rendez-vous. Là, la qualité est au rendez-vous, et déjà les décors, franchement les décors c'est ce qui me fait kiffer, et vous avez vraiment un des sets les plus aboutis que j'ai vu chez Games Workshop et que j'ai vu dans le monde du jeu de figurines, parce que déjà vous avez toute une possibilité de magnétiser les choses. Ça c'est vraiment très bien, c'est déjà prévu pour. Les pièces elles s'emboîtent extrêmement bien, vous pouvez repivoter le plafond comme ça, vous pouvez encastrer les choses, on n'est pas obligé de tout coller, même sans magnette on peut faire des choses quand même qui sont assez remarquables. C'est pas trop marqué Games Workshop, c'est à dire qu'il n'y a pas des centaines de crânes sur toutes les
toutes les pièces. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a même quasiment aucun crâne, on avait regardé. Donc c'est vraiment pour moi un kit très très sympa à utiliser. Alors c'est vrai que ça s'adresse plutôt à des jeux d'escarmouche, parce que c'est vrai que pour du jeu de bataille comme Warhammer 40 000, il va peut-être falloir justement dispatcher un petit peu ce décor là, ou alors jouer vraiment en intérieur en mode assaut de vaisseaux spatiaux ou vraiment combat dans un sous-monde, etc. Mais voilà, je trouve ça vraiment exceptionnel ce décor. Et puis les figurines qui sont sorties aussi avec, alors on aime ou pas le style, mais c'est vrai que la qualité, encore une fois, de la sculpture, moi je m'y retrouve et je trouve que c'est quand même super joli. Donc voilà, et puis après vous avez quand même une boîte, si on met le prix de côté, on oublie ça, vous avez quand même une boîte dans laquelle vous avez et les règles, et le plateau de jeu, et le décor complet, et 2 factions pour jouer, les dés, les gabarits, etc. Donc c'est une boîte qui est vraiment complète, contrairement à d'autres jeux de chez Games Workshop, où il faut rajouter un petit peu de sous justement pour pouvoir jouer. Bon, là, bien sûr, il va falloir rajouter un tout petit peu, mais vous avez quand même une boîte qui peut s'apparenter quand même à un système de jeu de société où vous avez tout votre package, vous déballez, vous passez un peu de temps pour monter, mais après vous avez vraiment quelque chose qui a de la gueule, et puis vous jouez simplement. Voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai mis à la 7e position. En 6e position, c'est mon petit plaisir, c'est Aeronautica Imperialis. Alors pourquoi? Parce que déjà, moi j'aime quand Games Workshop sort des petits jeux comme ça. Alors des petits jeux, parce que c'est pas leur main ligne, c'est-à-dire c'est pas les gros 40 000, c'est pas des jeux qui vont durer. On sait que c'est pas des jeux qui vont durer sur le long terme. Après peut-être que je peux me tromper, peut-être que dans 5 ans il y aura encore des sorties sur Aeronautica Imperialis, peut-être, on l'espère, mais on sait que c'est des petits jeux un peu one shot, mais on peut vraiment s'amuser. Et on a une qualité de figurines, j'allais dire qu'il est incomparable, mais c'est vrai que les détails sur les petits avions, c'est vraiment superbe. Le jeu en lui-même a vraiment de la qualité, donc on a un système d'hexagone, donc c'est-à-dire qu'on n'est pas tributaire de réglettes de mouvement, de déplacement qui sont un peu hasardeux. Là, c'est comme Warhammer Underworld, ce système-là, moi je le trouve vraiment très positif en fait, parce que du coup il n'y a pas de pinaillage, et je sais que moi j'ai déjà eu des parties où ouais non il te manque un pouce, etc. Et ça c'est toujours quelque chose d'un peu désagréable, et le fait qu'il y ait des cases, alors peut-être que c'est un peu moins immersif, mais en termes de jeu, eh ben, on prend vraiment beaucoup plus de plaisir, on n'est pas en train de se prendre la tête là-dessus, même si vous êtes entre personnes de bons sentiments, il y a toujours la fois où il y a un petit doute, on dit ouais attends, ça fait peut-être un petit pouce de plus, etc. Même peut-être malencontreusement, voilà, là il n'y a pas de ces discussions là, donc ça c'est très bien. Après les règles sont très intéressantes parce que ça simule vraiment le combat aérien. Alors je ne suis pas pilote, bien sûr, bien évidemment, je ne l'ai jamais vécu, mais tel qu'on peut se l'imaginer, il y a un système où justement quand vous allez perdre de l'altitude et que vous descendez, votre avion va accélérer. Quand vous montez à la place, l'avion va perdre de la vitesse. Ça c'est simulé, donc je trouve que c'est quand même pas mal. Après vous avez des arcs de tir, vous avez un système où vous avez des bonus si vous êtes justement dans les 6 heures de l'adversaire, donc dans ses fesses tout simplement, bim bim. Donc ça c'est plutôt sympa, les figurines sont vraiment très jolies, et le jeu, pour l'avoir testé justement, d'ailleurs ça fait penser que la plupart des choses dont je vous parle, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, donc vous pourrez retrouver en fait toutes les vidéos où j'en parle plus en détail. Voilà. Là le but c'est vraiment de vous faire une présentation rapide. Si vous voulez plus de détails parce que ça vous accroche et vous êtes passé à côté, et ben n'hésitez pas à aller voir les vidéos. Donc Aeronautica Imperialis c'est un petit jeu, mais on peut quand même s'amuser, la boîte elle est complète, ça suffit. Après il y a eu des choses en plus, là aussi après, je rajouterai un bémol, je trouve que le système de commercialisation de Games Workshop est un petit peu trop, il faut rajouter des choses, c'est-à-dire que aussi bien, enfin tous ces jeux-là, vous voyez, là je pense aussi à des petits Titanicus, en fait tu achètes ta boîte, voilà, Aeronautica Imperialis c'est le cas, tu achètes ton maraudeur en plus, tu achètes ton bombeur en plus, t'as pas les règles pour jouer, t'as pas la carte, les cartes d'amélioration, il faut acheter un pack de cartes à côté. Ça m'embête en fait, ça m'embête clairement, je trouve ça un peu dommage. Donc on va rester que sur la boîte de base, mais franchement, si vous voulez un petit jeu apéro comme ça, à faire des petites parties de temps en temps, vous savez, vous n'allez pas y jouer en mode campagne forcément toute l'année, etc. Mais que de temps en temps, pour vous faire plaisir, vous allez passer un bon moment, et quoi qu'il arrive, vous avez les petites maquettes des avions qui sont vraiment très bien faites. Voilà, je vous conseille Aeronautica Imperialis. Alors, en 5e position, c'est un petit peu mitigé pour moi, mais je ne pouvais pas ne pas le mettre, c'est la sortie des sœurs de bataille en plastique. Alors, c'est pareil, je recommence par les côtés négatifs. Côté négatif, pour moi, il y a eu trop d'emphase sur ça va sortir, ça va être génial. On vous met du teasing de la mort depuis des années. Je trouve qu'il y a un peu trop de teasing pour qu'au final, la sortie, elle soit en 2 temps. C'est-à-dire que, alors ça va être vraiment l'autre point négatif justement sur cette sortie des sœurs de bataille, c'est que
la boîte était en quantité très limitée, ils savaient qu'ils allaient tout vendre. Donc je pense que c'est fait exprès de pas mettre autant que ce qu'ils peuvent vendre en fait. Ils le savent pour créer justement ce besoin. Et j'avoue que bien évidemment se sentir un peu manipulé, parce que c'est un peu ça l'idée, moi ça me gêne un peu. Beaucoup de teasing et en mode mais ça on va le retrouver vraiment de plus en plus dans le milieu du jeu. Je pense que dans d'autres milieux aussi peut-être on a ça, le côté il faut précommander ta boîte. Si t'as pas précommandé ta boîte, mec, t'as pas le temps de réfléchir, commence pas à réfléchir, non tu vas pas l'avoir ta boîte, après tu vas la payer 400 balles sur internet. Réfléchis pas, signe tout de suite, envoie le chèque. Ça, moi, c'est quelque chose qui m'ennuie personnellement. Bon, bah voilà. Après, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est un petit peu dommage, mais voilà, je voulais pas le passer non plus sous silence. Après, les sœurs sont très jolies. Après, alors. En fait, vous voyez, j'ai des petits bémols quand même, mais c'est un petit peu difficile. J'ai même réfléchi, je me suis dit, je vais peut-être même faire une sorte de flop, mais le truc, c'est que, alors les figurines sont très jolies, par contre, je trouve qu'elles ne révolutionnent pas la gamme des sœurs de bataille. Alors, certains trouvent ça positif parce que justement, on retrouve toute l'essence des sœurs de bataille, toute l'essence de l'armée, ça n'a pas changé, très bien. Moi, je suis habitué à des choses, justement, c'est sorti un petit peu en même temps que les Osiarches, la nouvelle faction Age of Sigmar, avec les squelettes, etc., qui prenait vraiment un parti pris sur une sorte d'avancée esthétique. Et je trouve que les sorts de bataille, avec ce qu'ils sont capables de fournir maintenant, on restait un petit peu trop en phase avec le passé. Alors certes, on a vu qu'il allait y avoir des sorties qui sortaient un petit peu plus du lot justement, mais ouais, je sais pas ce que j'attendais, mais en fait c'est ça le truc, c'est que quand on vous fait un méga teasing de plusieurs années, quand ça sort et que vous voyez que les séraphines, elles sont plus jolies, mais pas tant que ça, finalement ça se ressemble pas mal, les sorts de bataille de base sont assez similaires, moi je me suis senti un petit peu déçu, la machine de pénitence je l'ai pas trouvée, je n'ai pas été super emballé, bon bah voilà quoi, vous voyez, je suis un petit peu en mi-temps. Par contre après, c'est vrai que c'est une armée qu'on attendait depuis extrêmement longtemps. Pour avoir acheté moi-même et joué des sorts de bataille en V3, les figues métal, c'était super galère. Là, on a enfin droit à une vraie armée plastique et avec des sœurs qui sont très très jolies, même si je trouve qu'elles ont gagné en échelle. Et en fait, quand on compare les anciennes et les nouvelles, il y a vraiment un gain d'échelle. Et en fait, on se dit, bah Games, ils sont en train de changer au fur et à mesure l'essai du jeu. Les Primaris, bon, ils sont plus forts, ils sont plus grands. Ok, mais en fait non, c'est juste des Space Marines qui ressortent en mode plus grand, mais on a mis une justification fluffique. Et après, quand on voit le chaos, quand ils ont sorti Ombre Lance avec les figurines qui font presque la même taille, là il n'y a pas de justification fluffique. Et les sorts de bataille qui sont immenses, si on les compare par rapport à des gardes impériaux, ou alors ils ont pris que des choses de basket avec une sélection, mais voilà. Bon, quoi qu'il arrive malgré tout, je sais que vous avez été nombreux à attendre cette sortie, j'espère que vous avez pu en profiter. Et puis sinon, vous inquiétez pas, bien sûr en 2020, Games Workshop va vous approvisionner, et là il y aura largement de quoi faire. Donc 5e position, voilà, c'était un grand morceau, mais il y avait aussi un petit peu de choses qui étaient vraiment personnelles, que j'avais envie de vous partager aussi, donc les sorts de bataille. 4e position qui rate un peu la marche du podium, le Chapter Approved 2019. Alors, non, d'ailleurs, si 2019, oui, non, mais en fait j'étais en train de me dire, bah non, parce qu'on va être en 2020, mais non, mais ça c'est... Est-ce que je vais mettre à chaque fois un truc, voilà, en balance? En fait, le truc c'est que j'aurais aimé que ça s'appelle Chapter 2020, parce que ça va être utilisé en 2020. Là, dans 2-3 semaines, on est en 2020, on va être avec un bouquin qui s'appelle 2019. Je pense qu'il faudrait mieux que ça s'appelle 2020. Voilà. Ensuite, je trouve que le Chapter Approved, c'est vraiment très bien, parce que ils ont fait cette séparation en fait entre deux bouquins. Au début, je me suis dit, ah, deux bouquins, ils veulent nous vendre deux bouquins. Je me suis trompé complètement. En fait, les deux bouquins sont ensemble et c'est une très bonne idée parce que si ce qui vous intéresse, c'est les coups en point, vous avez un petit feuillet qui est certes fourni, mais qui est condensé et qui est couverture souple, qui est plus facile à transporter, qui est plus facile pour manipuler aussi pour faire sa liste d'armée. Donc ça, c'est très bien, très point positif. Et si ce qui vous intéresse, c'est tous les modes de jeu, et bien je trouve qu'ils nous ont gâtés en fait, parce qu'il y a beaucoup de modes de jeu et encore une fois, ils prennent pas de catégorie en disant tiens, on va s'occuper des joueurs plutôt narratifs, ou alors on va s'occuper que des joueurs libres, ou alors on va s'occuper que des joueurs compétitifs. Là en fait il y a tous ces aspects qui sont traités et il y a un petit gâteau pour tout le monde, et je trouve que c'est bien de justement d'essayer de dire il n'y a pas que le jeu compétitif, il n'y a pas que le jeu narratif, il y a tous ces aspects du jeu et on peut tout à fait jouer à tous ces aspects du jeu. Et ce que propose Chapter Approved 2019, c'est justement différentes choses à chaque fois. Donc là aussi, si
vous voulez plus de détails, je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai réalisée dessus. Comme ça, vous aurez vraiment tous les détails. Mais voilà, 4e position. Donc là, maintenant, on va arriver aux marches du podium. Alors, 3e position, ça peut faire débat. J'ai décidé de mettre Conquest des éditions Hachette. Alors, on va dire, c'est pas du Games Workshop, mais si, parce qu'en fait, c'est quand même des figurines Games Workshop. Pourquoi je l'ai mis à la 3e position? Alors, là aussi, c'est marrant parce qu'il y a toujours cette ambivalence. Mais c'est pas lié à Games Workshop, c'est qu'il y a eu beaucoup de problèmes d'approvisionnement. Il y a eu un ascenseur émotionnel avec on sort le produit, puis finalement non, ça s'arrête, et puis finalement si on va le sortir, on communique pas trop dessus. Il y a eu beaucoup de problèmes d'approvisionnement. Il y a eu bien sûr des gens qui ont acheté beaucoup de numéro 1, donc du coup d'autres ne pouvaient pas l'avoir, donc du coup ça a pu créer des tensions sur les réseaux sociaux, etc. Tout cet aspect-là qui est assez négatif. Par contre, malgré tout, comme on peut dire, là j'ai ce refrain qui me vient, c'est qu'il n'y a pas de meilleure publicité qu'une mauvaise publicité. Et beaucoup de gens ont entendu parler de Warhammer 40 000, de Games Workshop, grâce justement à Conquest. Et je suis persuadé qu'il y a des tas de nouveaux joueurs, des tas de gens qui se sont lancés dans le hobby grâce à ce produit, parce que déjà c'est un produit d'appel extrêmement intéressant. Vous avez des figurines, un pinceau, un petit peu de quoi de peindre, des petits suppléments, voilà, 2 €, n'importe qui peut mettre ces 2 € là, je pense, enfin, évidemment. Donc voilà, c'est très bon produit, ça fait parler et ça c'est très positif. Après, bien sûr, il y a toujours des dérives comme on a vu, mais ça en fait, au final, on va l'oublier. Là maintenant qu'on peut se procurer en fait les numéros, bon bah voilà, on oublie un petit peu ça et les gens se sont lancés, on en a parlé et immanquablement, ça fait grossir la communauté et grossir la communauté, c'est la meilleure chose qui puisse arriver justement à un jeu parce que le problème, c'est pas forcément les sorties, etc. C'est que si au bout d'un moment on trouve plus d'adversaires parce que plus personne n'y joue et que tout le monde est passé à autre chose, eh ben, vous avez beau adorer le jeu, ça va être un petit peu compliqué, puis vous allez être un peu plus triste, même s'il y a des sorties qui ne vous plaisent pas, vous allez être encore plus triste si vous avez personne avec qui jouer. Voilà. Donc, 3e position, les éditions Hachette avec Conquest. Alors j'ai longtemps hésité entre les deux premiers, lequel j'allais mettre en top position, lequel j'allais mettre en deuxième. Et deuxième c'est déjà très bien. Et bien en deuxième, j'hésite presque encore, mais non, ce sera Warcry. Alors Warcry pour moi ça a été la révélation. C'est un nouveau jeu avec des nouvelles règles. C'est pas comme Kill Team justement où en fait c'est une façon d'édulcorer en fait Warhammer 40 000 et puis de faire une façon simple de jouer à Warhammer 40 000. Là on n'est pas sur une façon simple de jouer à Age of Sigmar, on est sur un nouveau jeu avec ses défauts, ses qualités, ça on va en reparler aussi un petit peu, mais en tout cas on propose vraiment quelque chose de récent, de nouveau dans ses mécaniques. On ne reprend pas des mécaniques qui sont habituelles chez Games Workshop, donc moi je trouve ça vraiment très bien qu'ils puissent justement sortir un petit peu de leur cadre classique et puis proposer un nouveau système. Alors ce nouveau système, pour moi, pourquoi il est très bien? C'est parce qu'il permet justement, tout ce qui est le côté positif, c'est que vous allez pouvoir facilement convertir en fait des joueurs. C'est-à-dire que quand vous faites jouer votre voisin, si vous le mettez devant 40 000, parce que vous avez envie de jouer avec lui parce qu'il est juste à côté, Greg Stimoriard, du coup c'est un peu compliqué parce que le gars il se dit waouh, faut que je claque je sais pas combien d'euros pour une armée immense, il faudra que je claque des mois de peinture, ou j'apprenne des règles qui vont être compliquées peut-être, même si on peut dire que non, c'est pas compliqué. En fait, il y a cet aspect des choses, quand on est dedans, c'est facile, mais quand on va aller vers les choses, honnêtement, 40 000, ça peut faire un petit peu peur. Et c'est aussi pour ça que Conquest, je trouve que c'est très bien, parce que c'est très progressif. Mais là, Warcry, c'est extrêmement simple. En une partie, vous maîtriser entre guillemets toutes les règles. Il n'y a pas de choses qui, ah oui, on n'a pas joué ça, par exemple à Ravnica Imperialis, il y a des règles qui viennent se rajouter, ou Adeptus Titanicus, là par contre c'est moi l'autre extrême, c'est un jeu où on n'a jamais fini d'apprendre des règles, il y a tellement de couches de règles que même quand on sait jouer un petit peu, on ne joue pas forcément avec toutes les règles. Là Warcry, dès le début, il n'y a pas de mode édulcoré, vous jouez directement avec la vraie version, quand vous la présentez à vos amis. Et du coup, ça match parce que déjà, il n'y a pas beaucoup de figurines. Là, au contraire, on se dit, bon, ok, faut que je peigne une dizaine de figurines. Oui, c'est jouable, je peux me faire plaisir, voilà. Ça va pas coûter énormément un starter. Alors, les starters, maintenant, sont plus disponibles, mais si vous achetez la boîte de démarrage de la faction, ça coûte 40 €.
40 € pour jouer à un jeu, franchement, honnêtement, c'est complètement, en termes de budget, c'est complètement abordable. Après, il n'y a pas de choses à acheter en plus, il n'y a pas de cartes à acheter en plus, comme à Neurotica Imperialis. Il n'y a pas de suppléments, enfin, il y a des suppléments qui sont sortis, mais on peut vraiment s'en passer facilement, et puis on peut vraiment s'amuser. Il y a un système de campagne. Le système de campagne, je trouve vraiment exceptionnel, parce que c'est, encore une fois, on est sur un jeu qui s'adresse à des gens qui ont envie de découvrir le jeu de figurines peut-être, ou envie de jouer en mode à la cool, détendu, on se prend pas trop la tête, mais il y a quand même une dimension narrative qui est assez présente. Et vous voyez, les campagnes, en fait, je le rappelle encore une fois, je rentre un peu dans les détails parce que vraiment je kiffe ce jeu. Et j'ai envie que vous y jouiez, j'ai envie que ce soit un jeu qui marche, parce que vraiment j'aime beaucoup ce jeu. Les campagnes, en fait, elles sont personnelles, c'est-à-dire que quand vous vous lancez dans une campagne, vous n'avez pas besoin d'en réunir 4 personnes à côté de vous et dire hey, tu veux pas faire la campagne, et si, machin, allô, je t'appelle, ouais, bah ce serait bien que tu fasses ta partie parce que nous on t'attend, tu vois. Il y a toujours ce côté un petit peu embêtant dans les campagnes. Là, dans celle-ci, c'est une campagne personnelle, c'est-à-dire que vous allez cocher vos propres cases, en mode ouais, ça j'ai fait, ok, là je progresse, ok, je me donne des points, je me donne mes compétences. Vous dites à quelqu'un, tiens, ça t'embête pas qu'on joue dans ma campagne, donc tu vois, je vais avoir cette compétence en plus, mais peut-être que toi aussi, tu as ta propre campagne, etc. C'est pas des avantages de fou, donc l'adversaire va sans doute vous dire oui, pas de souci, et comme ça, vous avancez dans votre campagne, et puis vous faites votre histoire narrative. Il y a des cartes illustrées, enfin c'est vraiment très joli, je trouve, et vraiment c'est très plaisant. Voilà. Après, le jeu en lui-même, vous avez ce côté aléatoire de on ne sait jamais sur quoi on va tomber, mais justement ils ont corrigé ça, donc enfin corrigé, pas forcément corrigé, mais ils essaient de s'adapter en fait à tous les joueurs. Il y a des joueurs qui vont dire ouais, c'est trop un jeu de hasard parce que suivant la mission que tu vas piocher, ça va pas du tout t'aller, ça va pas du tout correspondre à ta liste d'armées. Et ça c'est vrai, ok, ça on peut pas le nier, c'est vrai. Mais il y a aussi des joueurs qui ont trouvé ça génial. En fait c'est ça qui est amusant, c'est que le même argument, pour certains ça va être positif, pour certains ça va être négatif. Moi je trouvais ça fun, parce que ça veut dire que quoi qu'il arrive, quel que soit ce que la liste a fait en face, c'est au final le côté tactique de ce que tu as entre les mains au moment donné où tu vas jouer qui va faire la différence en fait. Et moi ça me plaît. Alors certes, des fois il y aura no match et tu vas pas t'en sortir, mais tu le sais en fait quand tu y vas. Et une fois que tu as accepté ça et que tu dis ok, ce coup-ci c'est dans son sens, le coup prochain sera dans mon sens, et puis voilà. Et ben pour moi ça match. Et puis on est sur des parties qui sont très rapides, 45 minutes on peut jouer, 1 heure on peut jouer, enfin si on prend un peu son temps, mais ça va tenir, même si on est en mode tournoi. Alors le tournoi, il y a des règles justement qui viennent d'être sorties où on vous propose des missions spécifiques qui là sont calibrées, sont plus classiques et vont être plus équitables. En fait, c'est ça l'idée. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'ils cherchent justement à plaire aux joueurs qui vont trouver que Warcry c'est un petit peu trop hasardeux comme jeu, ça manque peut-être un petit peu de rigueur. Et bien justement, il y a ces modes de jeu qui sont sortis où on vous dit, vous piochez pas parmi tout le paquet de cartes au hasard, vous piochez pas les objectifs, etc. Mais vous avez des missions qui sont conçues pour être le plus équilibré possible. Et ça justement, normalement, si vous êtes un joueur plus compétitif, vous allez vous y retrouver dedans. Voilà. Donc après les factions aussi, j'ai beaucoup de choses à dire sur Warcry parce que j'adore. Les factions sont complètement inédites, c'est ça qui est génial. Ils ont sorti 6 factions qui n'existaient pas ailleurs, donc c'est comme s'ils nous sortaient vraiment, il y a marqué Age of Sigmar quelque part, ça se passe dans mon Age of Sigmar, mais on s'en fiche parce que c'est tellement différent que ça pourrait être complètement autre chose, ça pourrait s'appeler Conan ou je ne sais pas quoi, ça matcherait aussi, donc ça c'est très bien. Après il ne faut pas oublier que vous pouvez faire du Kunta, c'est-à-dire que si les figurines ne vous plaisent pas, simplement vous jouez avec d'autres choses, donc voilà. Les décors, la boîte de décors qui est sortie, je la trouve vraiment aussi super, les décors, vraiment, j'ai vraiment aimé cette boîte. Donc je ne peux que vous encourager à aller vers Warcry. Et là c'est pareil, j'ai fait pas mal de vidéos sur Warcry, n'hésitez pas, il y a des rapports de bataille, etc. Voilà, j'aime ça, vous l'avez compris, je vous invite vraiment à goûter. Et maintenant on y va pour le top 1. Ladies and gentlemen, top 1 is... ouverture de l'enveloppe. The Contrast, les contrastes, la nouvelle gamme de peinture Games Workshop. Alors, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, mais quoi qu'il arrive, encore une fois, ça a fait parler et j'avais eu une discussion assez prolongée avec quelqu'un et du coup, au final, je disais, mais peu importe que y ait des choses qui... Enfin, l'avantage, c'est que ça a fait parler et que tout le monde, qu'on soit un peintre débutant, un peintre intermédiaire ou un peintre de talent, on s'est posé des questions et on s'est dit tiens je vais tester, et en fait
mettre cette démarche dans la tête des gens de se dire tiens, est-ce que finalement il n'y a pas d'autres choses à gagner, c'est extrêmement positif parce que se remettre en question c'est toujours extrêmement positif. Et là, donc bien sûr après il y a ceux qui ont fait bah non, ça m'intéresse pas, ceux qui ont fait ah je trouve ça génial donc je prends, et d'autres qui ont fait pourquoi pas, je l'intègre, peut-être je vais l'utiliser un petit peu, je vais pas faire que ça, etc. Et déjà premièrement faire parler de la peinture dans le hobby, je trouve ça très positif parce que pour moi c'est un loisir où il faut que les figurines soient peintes. On peut bien sûr tolérer quelqu'un qui commence son armée, etc. Mais enfin, peu importe, vous faites ce que vous voulez. Mais moi personnellement, je sais que si les figurines ne sont pas peintes, ça va vraiment m'embêter parce que l'aspect visuel c'est pour moi quelque chose qui est très important et justement voilà. Après le problème c'est souvent que si quelqu'un débute et on a toujours envie de justement d'avoir de nouveaux joueurs, de faire jouer vos amis, etc., de faire découvrir le hobby, la peinture c'est clairement ce qui peut empêcher. Il peut y avoir les sous et il peut y avoir aussi surtout la peinture. Et là, il propose quand même une solution qui donne des résultats vraiment très convaincants avec un minimum d'effort. Voilà. Donc je trouve que le contraste c'est vraiment super. Après le contraste en lui-même, alors j'ai fait des vidéos comparatives pour essayer de voir est-ce qu'on peut pas essayer de refaire du contraste autrement. Pour l'instant moi j'ai pas trouvé et d'ailleurs j'ai pas vu sur internet encore. Alors si vous l'avez, mettez-le moi en commentaire parce que je suis vraiment très curieux de ça. Mais j'ai vu aucune vidéo où un gars il fait regardez c'est facile en fait le contraste, il suffit de prendre tel produit, de les mélanger ensemble et ça fait pareil. J'ai pas vu de vidéo comme ça. Donc, ce qui veut dire qu'il y a quand même un vrai travail. Parce qu'avant, on disait, ouais, le contraste, en fait, c'est juste un lavis dilué, de la peinture diluée, etc. Non, moi, pour avoir fait des tests moi-même, et comme je vous le dis, j'ai pas vu même des grands peintres, parce que moi, je suis pas un grand peintre, mais même des gens qui maîtrisent bien la peinture, personne n'est sorti en disant, regarde, en fait, c'est ça la technique. Donc, il y a un vrai travail dessus, et c'est un vrai produit qui est novateur. Ça, c'est une chose pour moi qui est acquise. Ensuite, l'idée c'est que ça fonctionne en fait. C'est-à-dire que quand on applique en fait les choses, on peut directement voir des effets et c'est très positif. Moi je suis un peintre plutôt, enfin ouais, les deux, peu importe, mais je vais vite peut-être me décourager s'il n'y a pas de résultat au bout d'un moment. En fait, et c'est ça la peinture en fait, c'est que faut faire les aplats à l'ancienne, etc. Et puis c'est pas forcément tout de suite très joli, tant qu'on n'a pas fait son lavis, tant qu'on n'a pas fait des éclaircissements, il y a un aspect qui n'est pas forcément très flatteur. Alors qu'avec le contraste, on peint, déjà c'est une peinture qui est assez agréable. Alors c'est aussi un avantage et un inconvénient, mais c'est que c'est une peinture qui est très fluide, donc du coup il suffit de passer à un endroit et puis directement il n'y a pas besoin de repasser dessus, votre zone en fait est peinte. Après l'inconvénient c'est que comme c'est très fluide, si vous mettez trop de peinture, et du coup ça peut vite dépasser sur les autres teintes et aller à un endroit où vous n'avez pas envie que ça aille. Ça c'est un petit inconvénient. Et d'ailleurs, petit conseil, mais je vais vous préparer une vidéo spéciale sur le contraste, il faut que je la montre, etc. Et voilà, ça va venir bientôt. Alors j'ai changé un petit peu d'avis par rapport au live que j'avais fait où justement avec des amis on était là, on testait un peu le contraste et j'avais fait peindre ma fille qui avait 6 ans et en fait elle avait alors qu'elle n'avait aucune expérience, elle avait sorti quelque chose qui moi m'avait vraiment impressionné. J'avais dit waouh, c'est quand même classe. Et je me rappelle surtout ce bouclier, ça avait marqué, elle avait peint un bouclier, voilà, et je me dis on sait pas que le contraste ça existe, on montre ça à quelqu'un, le gars il fait ah ouais là t'as bien géré le bouclier quoi. Alors qu'elle avait 6 ans, elle n'avait jamais touché la peinture, c'était genre splouch quoi. Et cet aspect-là, je trouve ça génial. Alors après, je me suis aperçu que on peut facilement faire des erreurs avec le contraste si justement on est un peintre qui est un petit peu trop habitué à la peinture et qu'on a en fait des réflexes. Et la peinture contraste ne va pas s'utiliser de la même façon qu'un aplat. Et souvent ce que je vois, et vous le verrez bientôt dans la prochaine vidéo qui sortira bientôt en 2020, souvent le problème c'est qu'on va passer plusieurs fois au même endroit. Vous voyez, si je laisse faire la peinture, le contraste va marcher. Par contre, si je veux guider et que je fais des passages en haut, en latéral, droit, diagonale, etc., quadrillage, le contraste va pas fonctionner. On va avoir un aspect qui va être assez moche et on va dire le contraste, ça me convient pas. Voilà. Donc moi je pensais qu'au début, justement parce que comme ma fille avait réussi facilement, je me disais bon en fait c'est génial pour les débutants. Mais c'est vrai que quand on est un débutant intermédiaire et qu'on a une expérience de la peinture, ce qu'on a appris et l'expérience peut jouer contre nous et il faut avoir ça en tête. Voilà. Et ça mis à part, je reste persuadé que le contraste ça peut vraiment sauver des vies de joueurs parce que quand on est devant des masses de figurines à peindre, si vous jouez à Zombicide par exemple, vous avez des tas de figurines, Conan, enfin Conan c'est plus, je voulais dire
Joan of Arc par exemple, où on a des pelletés de figurines. Alors faut être un peu plus précis, parce qu'avec le contraste, il faut essayer de ne pas dépasser, ça c'est aussi un petit inconvénient, mais enfin rien n'est parfait, je veux dire, on n'est pas en mode j'appuie sur un bouton et ma figurine est peinte. Et tant qu'on n'en est pas arrivé là, bah, je trouve que le contraste c'est vraiment quelque chose qui facilite la vie, et vous faciliter la vie, vous faire gagner du temps, c'est génial, voilà. Et toute une gamme de nouvelles peintures comme ça, moi j'ai vraiment trouvé ça formidable. Donc première position pour moi, le contraste, parce que c'est quelque chose qui, peut-être que dans Warcry, dans 5 ans j'y jouerai plus, j'aurais oublié que ça existe. Par contre le contraste, une fois qu'on y a goûté, c'est comme les lavis, ça va révolutionner toute votre vie et jusqu'à la fin de votre vie, tant que vous ferez de la peinture et tant qu'on n'aura pas des trucs pré-peints ou un spray qui peint automatiquement, et bien le contraste, ça va faire partie de votre arsenal de peintre et ça va vous suivre. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis à la numéro 1, first position. Et voilà, on est arrivé au bout de cette année. Donc pour ceux qui ne regarderont pas de vidéo d'ici là, je vous souhaite bien sûr un joyeux Noël, joyeuses fêtes de fin d'année. Moi, l'année 2020, elle va être assez charnière pour moi parce que je vais voir, mais je pense que je vais essayer de passer justement un mi-temps au boulot pour me consacrer encore plus à la chaîne. Donc voilà, grâce encore bien sûr à votre soutien. Donc j'en reparlerai encore, mais bien sûr Tipeee, ça va être immanquablement la chose qu'il va falloir me soutenir tout simplement pour que je puisse mener à bien ce projet. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme autre projet pour la chaîne? Je ne sais pas encore, mais je vais encore tester pas mal de choses. Les rapports de bataille, je vais essayer d'en faire un peu plus régulièrement. Je me suis équipé, donc maintenant je devrais pouvoir faire des rapports de bataille plus sympas en live. Voilà, pas mal de choses à dire. L'idée c'est de se faire plaisir. Et moi sur ma chaîne, je suis content parce que je me fais plaisir. Et je vois aussi qu'il y a des très bons retours. Mais même quand il y a de mauvais retours, au final c'est pas grave. J'ai testé quelque chose, ça marche pas. Mais quoi qu'il arrive, bon, je passe un bon moment, je me fais plaisir. Et ça c'est super. Et je me rappelle les vidéos 36-15 que j'avais fait. Là pour moi c'est vraiment assez loin. Donc voilà, merci à tous. Merci de votre soutien. Merci pour tous les petits mots que vous mettez, les commentaires. J'essaie encore de répondre à tout le monde. Mais plus il y en a, plus c'est difficile, plus ça prend de temps. Mais quoi qu'il arrive, faites-vous plaisir, soyez positif aussi dans votre vie de tous les jours. Voilà, ça c'est le numéro même under the top of the top, c'est faites-vous plaisir, amusez-vous, parce que le hobby, malgré tout, ça doit rester quelque chose de très positif. Et quand on voit tout ce qui peut se passer dans l'actualité, c'est assez morose. Franchement, c'est assez morose. Je pense que si vous regardez le JT, vous sortez pas avec la banane, et j'espère qu'au contraire, si vous êtes sur YouTube, avec tous les passionnés qu'on est, vous ressortez avec la banane, et ça c'est top. Voilà, merci à vous, et à bientôt.